Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec une sportive. On en parlait justement en off, on en rigolait sur Wikipédia. Elle est qualifiée de marin, donc c'est une marin qui a participé notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en 2021. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. Je suis très heureux de recevoir Alban Dubois et non pas Alban. Salut Alban. Salut Hermano. Bon, c'était des private jokes dont on parlait tout à l'heure, mais le marin, certains t'appellent Alban sur le bateau. Tu vas peut-être nous raconter un petit peu pourquoi tout ça. Mais déjà, ce que je te propose, vu que toi, tu as du soleil à Marseille, là où tu es pour le dernier jour, alors que moi, j'ai un temps gris à Castres. Bon, ça n'a rien à voir avec la question que j'allais te poser. Ce que je te propose, c'est de te présenter. Dis-nous tout, qui est Alban Dubois? Je suis une skippeuse qui fait de la voile depuis maintenant quelques années, une bonne dizaine d'années. J'ai participé aux Jeux olympiques à Tokyo en 2021 et maintenant je suis un peu plus sur le circuit professionnel de la voile et je suis quelqu'un qui a toujours de multiples projets plein la tête et qui est sur tous les fronts. Voilà un peu la description que je peux faire de moi. Bon, tu nous as pas dit quel âge tu avais. Alors, je sais que ça se demande pas toujours aux femmes, mais là, pour le podcast, pour cadrer un petit peu avec qui on discute. Alors, j'ai en réalité 31 ans. Après, ça dépend l'âge que vous me donnez. Puis ça dépend aussi quand est-ce qu'on écoute le podcast. Peut-être que quelqu'un qui C'est l'écoutera ça. dans 2 ans se dira tiens, mais elle n'a pas 31 ans. Ouais. Non, du coup, j'ai 31 ans en 2023. En 2023, à quelques jours de Noël quand on enregistre, et c'est pour ça on en parlait aussi tout à l'heure, que toi tu vas partir en vacances, mais à l'inverse des flux habituels. Donc c'est bien, tu ne seras pas trop embêté avec le trafic, toi, normalement. Non, ça devrait aller. Donc, moi, je suis lilloise d'origine. Donc, pour les fêtes de Noël, je rentre dans le Nord pour aller voir la famille. Alors que là, pour l'instant, tu es au pôle France qui se situe à Marseille. Donc tu vois, tu vas faire une ligne droite, mais pour tout remonter. C'est ça. Je vais aller chercher un peu de grisaille et de chaleur humaine. Bon, donc tu nous dis là que tu as 31 ans, ça fait une dizaine d'années que tu fais de la voile, mais que faisais-tu avant? Comment est-ce que tu as découvert le sport? Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai toujours été ultra sportive. J'ai des parents qui nous emmenaient toujours à droite à gauche, qui nous inscrivaient dans les clubs de sport, etc. Donc, j'ai un peu touché à tout quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai commencé l'équitation parce qu'en fait, au début, l'équitation, c'était le sport que je voulais faire. Donc, j'ai pratiqué pendant un peu plus de 10 ans l'équitation. J'ai fait un peu de saut d'obstacle, du dressage, mais ce que j'adorais particulièrement, c'était le horseball. Donc, le horseball, c'est un peu comme du basket à cheval, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est un petit sport un peu de barbare, on va dire, où on a le droit d'arracher le ballon des mains et c'est ultra sportif. Donc ça me plaisait bien. Et en fait, du coup, je faisais l'équitation durant l'année, quelques compètes régionales le week-end avec des stages. Et pendant les vacances et certains week-ends,
Donc après, la tendance est inversée, mais du coup, je pratiquais la voile à Brédune. Donc Brédune, c'est à côté de Dunkerque, c'est dans le nord, c'est pas très loin de Lille. Et en fait, j'ai commencé la voile parce que au début, mon frangin, mon grand frère, voulait commencer la voile et en fait, les parents, ils nous ont tous inscrits au club de voile. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et au fur et à mesure, j'ai adhéré à ce sport. Donc vraiment tous les week-ends, on allait à la mer pour naviguer. Pendant les 2 mois d'été, on naviguait aussi à fond et j'ai arrêté l'équitation. Du coup, voilà. Et j'ai passé mon monitorat de voile, en 2011, si je me trompe pas, pour ensuite, être détectée par le kiné de la Fédération française de voile en 2014 pour intégrer le pôle France Voile en 49ers. Voilà un peu mon histoire. Oh, bah, une histoire pas forcément commune. Tu parlais de Brédune tout à l'heure, donc toi tu le vois parce que tu as la vidéo, mais tu vois, j'ai mon petit kakémono du défi que j'ai fait cet été et je suis parti de Brédune pour arriver jusqu'à Menton. Donc je suis passé au-dessus de Marseille, j'ai traversé Marseille par le 13e, je crois. Donc c'est des choses qui me parlent. Mais effectivement, c'est pas forcément un parcours classique pour les sportifs de haut niveau. En général, beaucoup commencent très tôt et puis c'est rare qu'ils se réorientent entre guillemets dans leur sport. Est-ce que juste avec l'équitation, tu avais des ambitions, des velléités d'aller au plus haut niveau et peut-être les Jeux Olympiques, même si je ne crois pas que le horseball soit un sport olympique? En effet, le horseball, c'est pas un sport olympique, mais j'ai toujours été très compétitrice. Et voilà, mes parents, mes frères et sœurs peuvent le confirmer. Il faut toujours que je sois la première à réussir les choses. Et non, j'avais pas pour objectif, en tout cas quand je faisais l'équitation, d'aller faire du haut niveau parce que voilà, pour moi, c'était un monde un peu, à part. Mais par contre, j'ai fait des études de kiné. Donc j'ai commencé mes études du coup en 2010. Ouais, si je me trompe pas, ça remonte. Et j'ai terminé en 2014. Et en fait, l'idée de faire kiné, c'était de faire kiné pour, l'équipe de France de voile. Donc je voulais quand même, aller dans le haut niveau, mais en tant que kiné. Et au final, en rencontrant Bertrand Guillot, le kiné de la Fédération française de voile, en fait, il m'a détectée pour faire un projet au niveau, plutôt en tant qu'athlète. Donc voilà un peu comment je suis arrivée dans le milieu. Alors, c'est pas commun d'avoir un kiné qui te repère. Comment est-ce que ça s'est fait justement? Enfin, je sais pas, tu étais à la fin de tes études de kiné, donc tu étais kiné toi aussi. Tu as été le voir, tu as dit voilà, je voudrais prendre ta place. Et il t'a dit bah, déjà monte sur un bateau, montre-moi ce que ça donne. Et puis finalement, il s'est dit oula, il y a du truc. Non, pas du tout. En fait, j'étais en relation avec lui pour des histoires de mémoire, parce qu'en fait, j'avais envie de faire un mémoire en rapport avec la voile. Bon, ça s'est pas fait parce que c'était un peu trop compliqué à mettre en place, mais il m'a quand même proposé de l'accompagner sur des stages que la Fédération française de voile organise, des stages pour détecter les jeunes, donc les stages espoirs. Donc ça, c'était en juin 2014, donc fin juin, début juillet 2014. Moi, je venais d'être diplômée, donc le diplôme, je l'ai reçu, la veille de partir, à Quiberon pour accompagner Bertrand. Et en fait, moi, je sais pas rester sans rien faire, donc quand j'ai vu, l'École nationale de voile avec tous les supports et les jeunes qui étaient motivés à naviguer, j'ai voulu aller sur l'eau avec eux parce qu'en fait, les jeunes naviguent, la journée et le soir, en fait, en tant que kiné, on est là pour animer des séances de stretching, pour, faire les bilans un peu postural des jeunes, pour, soigner un peu, s'il y a des blessures, des problématiques et cetera. Donc en fait, moi, je combinais les 2. Donc j'allais naviguer un peu avec les jeunes et c'est là où j'ai pris part un peu à l'esprit de compétition dans le milieu de la voile avec ces jeunes, qui étaient déjà avec le chrono et bien au taquet pour prendre des départs et cetera. Donc ça m'a plu et en fait, j'ai plutôt été, détectée parce que, j'étais ultra motivée à aller sur l'eau, même quand j'y arrivais pas, je lâchais rien. Du genre à rien lâcher tant que j'y réussis pas et aussi c'est parce que j'avais, le gabarit qu'il fallait pour le 49er parce qu'en fait, à cette période-là, il y avait pas vraiment d'équipières qui avaient mon gabarit et comme c'est un bateau qui est puissant, qu'il faut être un peu grande, un peu lourde, du coup je correspondais un peu aux critères donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé si j'étais intéressée. Donc, je suis allée faire des sélections un peu à Marseille en août 2014. Donc, c'est les batteries de test où on fait un peu de prépa physique pour voir un peu comment on est physiquement,
rencontre un peu la psychologue pour faire un point sur le mental, etc. Et on teste aussi le bateau, bien sûr, parce que je connaissais pas du tout le bateau au début. Et à l'issue de ces 2 jours à Marseille, ben, ils m'ont proposé d'intégrer le Pôle France en tant qu'athlète pour un projet Tokyo 2020. Le truc de dingue. Donc, tu faisais un peu de voile comme ça de temps en temps entre deux compètes d'équitation. Et puis tu as fait kiné, tu as eu les bons contacts. On en parle souvent. Hein, c'est aussi souvent une question de réseau, notamment sur l'essence même de ce podcast qui est de comment réussir à financer sa carrière de sportif de haut niveau. Ça se joue souvent au réseau. Et donc, toi, tu rencontres les bonnes personnes, tu vas faire un test. Et puis, en 3 semaines, tu as ton diplôme de kiné, tu montes sur le bateau, t'es repéré. Et un mois après, tu es sélectionné, puis on dit tiens, dans 6 ans, il y a Tokyo, ça te dirait? Ouais, c'est peut-être pas 3 semaines, mais voilà, juin 2014, j'ai le diplôme, je rencontre le kiné. Début juillet, il me propose d'essayer le bateau. Août, je descends à Marseille parce qu'en fait, moi, j'étais monitrice de voile l'été, donc je pose des congés pour aller essayer le bateau en août. Et fin septembre, je suis à Marseille, j'ai déménagé, j'ai un appart, j'ai trouvé du boulot en tant que kiné intérimaire et j'ai un projet sportif et je connais personne. Et j'arrive à l'autre bout de là où j'ai grandi. Ça se passe comment, justement, cette arrivée à Marseille? Parce que j'imagine que tu disais, tu étais sur un stage des jeunes espoirs qui avaient déjà le chrono dans la tête, qui devaient certainement avoir les dents très très longues, voir débarquer, alors passe-moi l'expression, je me permets, mais par rapport à eux, une vieille qui avait déjà un diplôme, qui avait déjà presque une vie professionnelle, qu'on connaissait pas du tout dans la voile, une challenger. Et ça se passe comment quand tu débarques au milieu de tous ces petits jeunes et que tu es potentiellement une sélectionnable pour les JO? Alors, les petits jeunes, on avait quasiment le même âge, à 2-3 ans, voilà. Ah, mais tu sais, à 20 En fait, ans, de 3 ans, c'est 10%, hein, donc c'est énorme. ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu compliqué au début parce que moi, je connais pas du tout la ville de Marseille, je connais personne à part les personnes que je côtoie au Pôle France. Donc il a fallu, se créer un réseau à Marseille. Bah, déjà un peu trouver du boulot, mais en tant que kiné, franchement, on trouve assez facilement, donc ça, c'est cool. Il a fallu, bah, trouver un équilibre entre, la vie professionnelle, la vie sportive et puis la vie perso aussi. Parce que du coup, j'ai laissé toute la famille, dans le nord, donc il a fallu un peu trouver ça. Bon après, j'avais un peu l'habitude parce que j'ai fait mes études, à Bruxelles, donc j'étais aussi toute seule, autonome, donc ça m'a quand même pas mal servi. Mais ouais, il y a eu quand même des coups durs. Là, par exemple, je me souviens en 2014, le premier Noël où je remonte dans le nord, ben, j'ai que quelques jours parce qu'il faut que je reprenne le boulot, parce que je pouvais pas me permettre, enfin déjà, j'avais pas de jours de congé parce que j'avais un planning qui était adapté pour, partir en compète. Parce qu'en fait, je travaillais 3 jours par semaine et donc du lundi au mercredi et le reste de la semaine, je m'entraînais. Sachant qu'au travail, là où je travaillais, ils étaient quand même assez vivant, donc c'est-à-dire que quand j'étais en déplacement le lundi ou le mardi, je pouvais rattraper mes jours dans la semaine. Mais je pouvais pas poser beaucoup de jours de congé pour Noël, donc le retour a été très, très, très dur. J'ai failli pas repartir d'ailleurs et au final, ben, au fur et à mesure des années, ben, j'ai mon mari qui m'a accompagnée dans le sud. J'ai fait un cercle d'amis, on connaît quand même pas mal de monde, on a pris vraiment plaisir à faire du bateau, à avoir le soleil quasiment toute l'année. Voilà, on est plutôt assez bien implanté maintenant à Marseille, quoi, depuis une dizaine d'années. Bon, c'est une légende, ça, le soleil toute l'année. Enfin, à Marseille, non, mais par contre, à Lille, il y a aussi beaucoup de soleil. C'est une légende qu'il n'y a pas de soleil tout le temps. Il pleut, mais il y a du soleil. Ouais, oui, je blague un peu, mais j'aime bien remonter dans le Nord quand même. C'est mes racines, donc je critique pas, non, j'aime bien. Mais c'est vrai que quand on rentre 15 jours, des fois on se dit, ça c'est pas du tout la même luminosité en fait et c'est ça qui manque. Surtout qu'en tant que, athlète, et puis voileuse, on voyage quand même pas mal, on est tout le temps dehors. Donc on a l'habitude d'être dans les pays chauds. Par exemple, nous l'hiver, c'est le Portugal ou les Canaries, les entraînements. Donc le soleil, on le voit toute l'année, quoi. Et franchement, ça joue vraiment sur le moral. On s'en rend compte. Quand on habite dans le Nord, on s'en rend pas forcément compte, mais une fois qu'on est parti et qu'on a quelques jours de grisage, moi, je vois à Marseille, quand il pleut, des fois, je suis là en mode, mais
j'ai plus l'habitude, quoi. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'on se posait, enfin, je me posais jamais la question avant. Ouais, bah, tu sais, j'ai fait 16 ans au Luxembourg, maintenant je suis à Castres. C'est vrai que là, maintenant, je me dis, mais mince, comment j'ai fait ces 16 dernières années? Parce qu'effectivement, quand tu as 2 jours de mauvais temps d'affilée, tu te dis, ah là là. Bon, on va essayer de ne pas trop choquer nos auditrices et nos auditeurs qui, justement, seraient un petit peu dans la grisaille. On vous envoie quand même plein de bisous, plein de soleil. Et du coup, tu commences comme ça à Marseille en 2014. Euh, c'est quoi le cheminement de 2014 jusqu'au moment où tu es effectivement qualifié pour les JO? Et si tu peux rapidement nous rappeler les règles, parce que c'est pas parce qu'un bateau est qualifié que l'équipage est qualifié. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu compliqué, je vais essayer de vulgariser. Et puis, une PO, donc une préparation olympique, c'est 4 ans. Et donc, moi, je suis arrivée en 2014, donc ça veut dire que j'ai fait 4 ans plus 2 ans. Donc, je suis arrivée à la moitié de la préparation olympique pour Rio. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'obstacles. Voilà. En même temps, c'est ce qui fait les belles histoires. Donc en fait, je suis arrivée à Marseille, parce qu'il y avait une barreuse, donc elle s'appelait Marie, qui cherchait une équipière. Donc j'ai navigué, un peu plus d'1 an avec elle et puis après elle a voulu passer sur un autre bateau. Donc l'avantage de commencer avec Marie, c'est qu'elle a déjà au moins 1 an, de 49er dans les pattes. Donc c'est-à-dire que le bateau, elle le connaît un minimum et ce qui est plutôt important parce que ce bateau, il est quand même instable et c'est un gain de temps, en fait. Parce que moi déjà, je connais pas les règles de course. Je connais pas, enfin, j'ai jamais fait de régate, donc je sais pas comment ça fonctionne. Le bateau, ben, j'ai à part, naviguer un peu à droite à gauche sur les catamarans, tester un peu tous les supports, j'ai jamais fait de compète de haut niveau, donc voilà, c'est une école de la vie, c'est une éducation à avoir, c'est une routine à mettre en place et le fait d'avoir commencé avec quelqu'un qui connaissait le bateau, ben, ça nous a évité de trop dessaler. Donc dessaler, c'est quand le bateau, il se couche sur l'eau et que nous, on tombe à l'eau. Et du coup, c'est un gros gain de temps. Donc ça, moi, j'ai navigué pendant 1 an et 3 mois, je crois, exactement avec Marie. Et du coup, le projet avec elle s'est arrêté, début janvier, 2016. Donc là, à ce moment-là, les sélections avaient été faites pour, Rio. Donc moi, je savais très bien que c'était trop compliqué pour aller à Rio en 2 ans sans rien avoir fait avant et puis enfin, c'était pas l'objectif. Moi, ils m'avaient embauchée, enfin, ils m'avaient prise au Pôle France pour, Tokyo. Donc moi, ma ligne de mire, l'objectif final, c'était Tokyo. En mars 2016, du coup, je trouve une autre barreuse qui, elle, donc c'est Lily, la barreuse avec qui je partirai que je vais enfin, avec laquelle je vais partir, aux Jeux. Elle naviguait avec quelqu'un d'autre à ce moment-là et en fait, elles n'ont pas été sélectionnées pour Rio, donc le binôme s'est séparé et du coup, on en a recréé un avec Lily en mars 2016. Donc là, on a commencé à bosser. Donc Lily, elle avait déjà, 2-3 ans même, je pense 3 ans, de 49er dans les pattes. Donc elle commençait vraiment à avoir de l'expérience et donc ça m'a permis de gravir un peu les échelons, plus rapidement aussi. Et donc on a navigué et ce qui était bien entre, elle et moi, c'est que voilà, on était toutes les 2 ultra déterminées et on est du genre à rien lâcher quand on a une idée en tête. Donc ça, au moins, on était sur la même longueur d'onde pour ça. Et du coup, on a navigué. En 2017, on fait nos premiers non, en 2016 même, la dernière régate avant les Jeux de Rio, on montre déjà un peu notre potentiel, donc auprès des athlètes qui étaient sélectionnés. Donc là, on est contente, on fait notre première medal race. Donc la medal race, c'est une course qui, le dernier jour, qui est réservée que aux 10 premiers du classement général. Donc c'est-à-dire que voilà, nous, ça faisait quelques mois qu'on était associés. Moi, ça faisait 1 an et demi à tout casser que je naviguais. Et on se retrouve déjà dans un top 10 à la veille des Jeux Olympiques avec toutes les nanas qui sont sélectionnées pour les Jeux. Donc là, on était quand même contente. En 2017, on fait nos premiers podiums en Coupe du Monde. On fait des podiums en championnat de France. Après, bah, voilà, il y a quelques petits podiums ou des belles perfs qui s'additionnent. Notre préparation olympique est un peu comme la mer, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, surtout l'hiver, il y a plutôt des bas, où avec ma coéquipière, ben, c'est un peu compliqué. Elle vient de la Guadeloupe, du coup, l'hiver, c'était un peu rude pour elle. Donc, il y a eu beaucoup de bas chaque hiver.
Donc, il a fallu rebondir, trouver des solutions pour continuer à naviguer et progresser. Et puis, en fait, dans le monde de la voile, c'est qu'il n'y a pas que la nave qui compte, donc l'entraînement sur l'eau, il y a aussi tout ce qui est préparation du matériel à côté. Donc, nous, on recevait des bateaux neufs, donc il fallait les préparer, des voiles neuves, donc il fallait les mesurer, tout ce qui est tactique, on peut travailler à terre, tout ce qui est météo, on travaille à terre. Donc, en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a la prépa physique, enfin, il y a tout qui va avec. Donc, voilà. Et là, du coup, on a la première sélection à partir de 2018. C'est pour essayer d'avoir le ticket pour la France. En fait, il faut que la France soit sélectionnée. Et une fois que la France est sélectionnée, la Fédé choisit l'équipage en fonction des modalités de sélection. Et donc là, c'était en août 2018 à Rus, au Danemark. On fait un super mondial, malgré l'hiver qu'on a passé un peu de pause pour blessures, etc. Et on revient bien dans le match pour cet objectif de saison. Sauf qu'on fait 13e au mondial alors qu'on était classé dans le top 10. Et donc, du coup, on rate de 2 places la sélection de la nation. Parce qu'en fait, il y avait 8 places en jeu à ce moment-là. Et donc, on rate de 2 places parce qu'il y avait 2 équipages danois, je crois, devant. Et du coup, en fait, c'est un ticket par nation. Donc, ça peut se décaler dans le classement. Donc là, on se dit, bon, bah, c'est fait, tant pis. Il y a d'autres opportunités où il y aura d'autres tickets pour les Jeux à gagner. On arrive en fin 2019, au mois de décembre, au mondial en Nouvelle-Zélande. Il y a un ticket à gagner pour la France. Et là, on fait notre pire mondial. On rate. Enfin, voilà, on passe à côté du mondial. On fait 19 sur je pense qu'on devait être une 60aine de bateaux, mais ça suffit pas à sélectionner la France. Et on a l'autre équipage, donc nos adversaires, qui sont mieux placés que nous, qui sont 16e, si je ne me trompe pas. Donc un peu devant, mais pas non plus ultra loin. Et en fait, elle rate d'une place la sélection pour avoir le ticket. Donc, c'est-à-dire qu'en 2019, décembre 2019, la France n'est toujours pas qualifiée. Donc là, on s'est dit, c'est un peu mal barré, voilà, sachant que il reste un ticket européen qui est en jeu. Et après, il y a tout ce qui est Océanie, donc Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Ils ont un certain nombre, enfin, ils ont, je crois, encore un ticket pour eux. Sauf que toutes les nanas de ce continent-là sont déjà sélectionnées. Donc, ça veut dire qu'on a une deadline. Et si, je crois que c'était début février, si je sais pas, je vais dire une date au hasard, mais le 3 février, il n'y a pas d'autre équipage d'un autre pays de ce continent-là qui se présente, et ben, le ticket, il va pour la liste d'attente. Donc, la France est première sur la liste d'attente. Donc, 2020, on arrive en janvier-février, on est en Australie, il y a un mondial. Donc là, on a enchaîné quand même 2 mondiales coup sur coup ultra rapprochés. Mentalement, c'est très, très dur. Et là, les inscriptions sont closes et du coup, on voit qu'il n'y a pas d'autres personnes du continent qui se présentent. Donc, ça veut dire que le ticket, il va pour la France. Donc là, on se dit, bon, la France est sélectionnée. OK, on a eu le ticket de rattrapage, on va dire, mais la France est sélectionnée. On fait le mondial et là, on fait la perf qu'il fallait faire, quoi. On fait 4 au mondial. On aurait pu faire 3, mais bon, la dernière, la medal race, bon, elle n'était pas ultra bien placée, du coup, on finit 4. Ce qui est plutôt une très belle perf au vu de notre parcours, d'où on vient, etc. Et puis du niveau qu'il y avait, quoi. Donc, on est super contente et on se dit, bon, on va aller au jeu. Parce qu'en fait, nous, on fait une super belle perf, mais c'est surtout que les autres Françaises qui étaient en sélection, voilà, elles passent à côté de leur mondial. Elles font au-delà des 30, je pense qu'elle doit faire 34 et deuxième équipage peut-être 35 ou 36, enfin quelque chose comme ça. Donc là, on se dit, bon, on va aller au Japon. Sauf que la fédération française a décidé autrement et ça se fait pas comme ça. Donc ils nous disent, en fait, ça va se faire sur l'épreuve à Palma, fin mars, début avril. C'était un peu un tour de chauffe, histoire de vous remettre
Enfin, voilà. Là, on se dit: «Bon, ben, franchement, c'est pas cool, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix». Donc on part à Palma avec, notre matos numéro 3 parce que tout le bon matos est dans le container parce qu'on avait fait la Nouvelle-Zélande et l'Australie avec le bon matos pour les sélections et là, Covid. Du coup, on rentre à la maison. On rentre à la maison, le confinement commence et on n'est toujours pas sélectionnés parce que la compétition n'a pas eu lieu. Ils annoncent les sélections, des autres séries. Ils confirment la sélection des personnes qui avaient déjà été sélectionnées et nous, on n'est toujours pas sélectionnés. On se trouve, du coup, j'accélère un peu, mais du coup, on reprend la compétition en octobre ou novembre, je crois. Il y a le championnat d'Europe, en Autriche, donc on refait une régate là. Sauf que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas navigué, qu'on s'était pas confronté. Donc, en fait, on revient en compète avec une image de 4e mondiale, mais on savait pas trop où situer, notre niveau, après ce temps-là, parce que chaque pays avait un confinement un peu différent. Il y en a qui avaient le droit de naviguer, d'autres pas. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué de se confronter et du coup, on savait que la prochaine épreuve de sélection, c'était, en 2021 à Palma. Du coup, celle qu'on n'avait pas faite en 2020, c'était, la même épreuve, mais en 2021 parce que les Jeux ont été reportés. On s'est dit: «Bon, bah, le chemin, il est pas encore fini, quoi». On arrive, donc on fait le championnat d'Europe et on va, s'entraîner aux Canaries au mois de janvier. Et là, en fait, c'est un nouveau spot d'entraînement. C'était la première année où ils lançaient la dynamique un peu et du coup, il y a pas mal d'étrangères, on s'entraîne et en fait, on se fait, une coach regatta. Donc la coach regatta, c'est une petite régate d'entraînement où c'est les coachs qui organisent tout ça, en fait. C'est un peu confidentiel et en fait, lors de la coach regatta, je me blesse et donc enfin, je termine la journée mais je rentre à terre et compliqué, j'avais mal au genou, enfin le genou il gonflait, il était chaud et cetera et en fait, quelques jours après, je rentre un peu en urgence en France parce que, compliqué de se faire soigner en Espagne et puis ça servait à rien de rester là à ruminer, à voir les autres et autant que j'aille me faire soigner en France correctement pour mieux revenir. Donc on prend la décision avec Lily, c'est que Lily, elle reste, aux Canaries. Elle fait appel aux gars qui font du 49er ou des anciens qui ont fait du 49er pour pouvoir naviguer, continuer à régater parce qu'il y avait des compétitions d'organiser et moi je rentre en France pour essayer d'avoir un bon diagnostic et de me faire soigner chez le kiné et cetera et donc entre-temps, pendant que moi je suis en France et elle, elle est en train de s'entraîner, on continue à échanger donc tout ce qu'elle fait sur l'eau, elle enregistre. Du coup, moi je me fais des podcasts tous les jours. On s'appelle tous les jours pour suivre, pour savoir ce qu'elle a travaillé et cetera, histoire de pas perdre la main et puis de continuer moi à faire de la visualisation mentale, pendant ce temps-là, histoire de continuer à naviguer même, même chez moi. Et donc au fur et à mesure, là, on arrive, début février, mi-février, on va dire et il se trouve que, Palma est annulée, l'épreuve de Palma est annulée. Donc on s'est dit: «Bon, bah, mince, comment on va faire?» Il y avait une épreuve juste après à Hyères, dans le sud. Donc ils avaient dit: «Bon, c'est pas grave, on fera les sélections à Hyères». Sauf que Hyères est annulée. On arrive, fin février. Enfin mi-février, fin février, on est et là ils disent bah en fait aux Canaries à Lanzarote, le club où on s'entraîne, ils nous sortent une régate de leur chapeau comme ça, organisée à la dernière minute et là ils nous ont dit bah ça sera là les sélections. Là, panique à bord parce qu'on était fin février, je venais de me faire, en fait, j'ai fait une subluxation rotulienne, j'avais un kyste poplité, du coup, je viens de me le faire, ponctionner. J'arrivais pas à fléchir le genou, j'avais mal, je vais chez le kiné, c'était pire qu'avant. Du coup, panique totale en mode: «Mais jamais je vais y arriver» et au final, le médecin, il m'a dit: il connaît mon tempérament, ça fait des années qu'il me suit». Il me dit: «De toute façon, tu auras pas le choix, tu serreras les dents, mais tu iras quoi, il y a pas moyen, tu iras». Donc au fur et à mesure, ça allait bien. De toute façon, ça se joue au mental, hein, c'est comme tout, hein.
Le corps, il a beau être défoncé, à partir du moment où il y a le mental, ça passe. L'inverse, c'est un peu plus compliqué. Du coup, moi j'arrive début mars. Je reprends tranquillement les entraînements avec un peu les gars qui sont déjà sur place. Donc le matin, je vais naviguer 1 heure dans du petit temps, histoire de voir comment le genou il réagit. Et en fait, ça se passe plutôt bien. Lily, elle arrive un peu plus tard. Et en fait, genre une semaine, même pas une semaine avant la régate, on se remet à naviguer ensemble pour reprendre les bases. Et voilà, le début de la régate commence. Et là, premier jour, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, c'était des conditions mais très techniques, ultra compliquées parce qu'en fait, il y avait du vent, puis il y avait pas de vent, mais il y avait surtout énormément de houle et sur le 49er, quand il y a de la houle, et peu d'air, ça demande de fléchir beaucoup les genoux. On rentre pour faire l'assiette du bateau. Du coup, ouais, on s'est retrouvés à faire des manches avec, je pense qu'il y avait bien 2 mètres de houle parce que quand, il y avait un bateau à la bouée au vent qui envoyait le spi, on voyait plus les personnes à bord, on voyait juste la moitié du mât, donc il y avait vraiment de la houle et au final, on fait une très belle journée et on rentre à terre et là, on est en tête du classement général. Donc là, on s'est dit: «Bon». Enfin bon, là, on fait la régate et en fait, on a eu des petits problèmes, mais l'équipage adverse, en fait, n'a pas réussi à se qualifier dans le rond or. Donc en fait, dans le rond or, il y a 3 en fait, au début de la régate, il y a 3 jours de qualif et à l'issue de ces 3 jours de qualif, ils prennent les 25 premiers du classement général et ça devient, le rond or et de la 26e jusqu'à la 40e ou je sais pas, ça dépend combien on est inscrit, ça devient la flotte argent et donc nous, on passe en rond or et les autres passent pas en rond or. Donc elles ont décidé d'arrêter la compète et nous, on a continué et du coup, on a été sélectionnés à l'issue de cette compétition pour aller aux Jeux et donc là, on s'est retrouvés, fin mars à être sélectionnés pour, les Jeux au mois de juillet. Voilà un peu notre parcours. Waouh. Bah écoute, un parcours non seulement pavé de chance, mais aussi de force, de détermination. Enfin, tu l'as dit, pendant que toi tu te faisais soigner, ta coéquipière, elle te disait tous les jours, elle te faisait des comptes rendus de ce que tu faisais, t'écoutais ça, tu faisais de la visualisation. Enfin, vous étiez de toute façon avec un objectif qui était d'arriver au bout de cette préparation et de vous qualifier. Donc au final, vous vous êtes qualifié, vous avez été au JO. Bon, j'imagine que le résultat n'était pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Malgré tout, vous avez quand même fait les JO de Tokyo. Oui, on a fait les JO parce qu'à la base, c'était de sélectionner et en fait, l'objectif, c'était quand même de faire, un top 10. Donc c'est la finale pour accéder à une medal race et ça, voilà, on a réussi à le faire. C'est sûr que quand on regarde les classements, que le deuxième jour, on est à 1 point de la brésilienne qui, elle, finit championne olympique, on se dit: «Mais en fait, c'était jouable, quoi» et en fait, on rentre en medal race à la 7e place parce qu'en fait, il y a eu des changements de mémoire. Il y a eu des changements, juste la veille, dans les classements parce qu'en fait, finalement, l'américaine s'est vue, retirer de la medal race, en fait, parce qu'elle a eu une manche de DNE. En fait, la DNE, c'est soit on a des chiffres dans les classements, soit on a des lettres. Donc les lettres, soit on a grillé le départ, du coup on a des lettres, soit on n'a pas fait la course, on a des lettres. Et en fait, la DNE, c'est qu'elle avait pris des fautes par le jury. En fait, elle s'était fait siffler par le jury. Et en fait, ça, c'est des manches qu'on ne peut pas enlever. Parce que dans le classement, on a, par exemple, ça dépend des épreuves, mais on a une douzaine de courses. Et en fait, à partir de 4 manches réalisées, on peut supprimer la mauvaise. Et en fait, l'américaine, elle n'a pas pu supprimer celle-ci. Donc ça veut dire que, quand on a des manches de lettres, c'est le nombre total des participants plus 1 point. Donc ça veut dire que quand on est 21, elle se prend 22 points. C'est 22 points, c'est énorme, sachant qu'elle ne peut pas la retirer de son total. Donc au final, on a regagné une place à la veille de la medal race et elle est sortie des 10 premiers. Et voilà, donc on rentre en médaille en 7e place et on finit 9e parce qu'on n'a pas trop bien réussi la dernière course. Sachant que c'est une course qui avait été décalée déjà parce qu'elle devait avoir lieu la veille, mais il n'y avait pas de vent. Donc du coup, mentalement, on était prête pour la veille. Là, il a fallu savoir relâcher, mais pas entièrement parce que c'était pas encore terminé.
Et du coup, ça a vraiment joué avec nos nerfs, quoi. Parce que du coup, on comprend en pointillé, et on va pas trop s'attarder là-dessus, mais sur les JO en particulier, c'est combien de temps, combien de jours de courses, de régates où vous restez sur le pont, enfin, sur le pont, où vous restez au taquet? Alors, nous, c'est une semaine que ça dure, sachant que au jeu, c'est un peu un format spécial parce que d'habitude, c'est une semaine et on enchaîne, sauf qu'au jeu, il y a des jours de pause, des jours de réserve, en fait, comme ils appellent. Ça permet de, s'il y a un jour où il n'y a pas de vent, bah, ça permet de pouvoir rattraper, histoire de faire le bon nombre de courses qui est prévu. Donc, ça veut dire qu'on va régater, donc une journée déjà, c'est 3 manches. Donc, une manche, c'est à peu près une demi-heure. Donc, les 2 premiers jours, on fait nos 3 manches. Donc, en plus, il y a eu du vent les 2 premiers jours parce qu'il y avait un typhon qui est passé pas très loin. Du coup, on a eu du vent et de la vague, surtout le deuxième jour. Après, on avait un jour de réserve et après, je me souviens plus trop, mais je sais plus s'il y avait 2 ou 3 jours de qualif. Je pense qu'il y avait 3 jours de qualif. Du coup, il y a encore un jour de qualif, après un jour de finale, un jour de pause, un jour de finale, un jour de pause et la medal race. En gros, c'est à peu près ça, quoi. Du coup, ça dure une grosse semaine. Oh, c'est presque aussi long que le Tour de France. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dure une grosse semaine. Sachant que après, nous, on est arrivé à peu près 2 semaines avant les Jeux, histoire de naviguer sur le bateau, de bien monter le bateau, parce qu'en fait, les containers avaient été envoyés avant les sélections, donc ça veut dire que le matériel qui était dans le container, le bateau, on ne le connaissait pas. On a eu un peu la surprise en arrivant là-bas, parce que la Fédé avait chargé tout ça en pariant que notre série allait être sélectionnée, et du coup, ils ont envoyé un bon bateau dans le container. Donc, on arrive, on découvre, il faut un peu le préparer à notre façon. Donc, ça demande du temps. Naviguer pour connaître le plan d'eau. Il y a des petites manches d'entraînement qui sont organisées, donc participer à ça. Et puis voilà, se préparer aussi à la chaleur parce qu'il faisait beau, il faisait chaud là-bas, donc on s'était préparé en amont, mais c'est quand on arrive là, malgré la préparation, bah, c'est quand même puisant en énergie, donc c'est histoire de combiner tout ce qu'on a à faire sans non plus se cramer pour le début des jeux, quoi. Bon, et tout ça, bah, on l'aura compris, ça demande de la détermination, du temps, et le temps, c'est de l'argent. Comment est-ce que tu finances tout ça à partir de 2014, quand tu rentres au Pôle France? Alors, tu l'as dit, 2014, tu rentres au Pôle France, tu as un boulot un peu à mi-temps, enfin, ou du moins, tu arrives à t'organiser. Est-ce que ça dure tout le temps? J'imagine que l'année des Jeux, bah, du coup, tu mets en pause. Beaucoup, en 2020, ils ont mis 2 ans en pause parce que Covid et donc finalement les JO c'est en 2021. Enfin, comment est-ce que tu t'es organisé avec tout ça pour financer ta carrière, financer ta course à la sélection pour les Jeux et après aller aux Jeux? Alors, moi, j'ai du coup travaillé en 2014, donc ça me permettait un petit peu de financer. Après, je suis arrivée dans une série où ils recrutaient pas mal de femmes, parce que l'idée, c'est quand même de faire la parité. Et donc, on avait quand même des avantages. On avait la Fédé qui nous prêtait du matériel, donc ça permettait de réduire quand même les frais et de ne pas avoir à avancer, je sais pas, 15 000 à 20 000 euros, ça dépend le bateau, quel bateau on achète, si on achète de l'occasion ou du neuf. Mais du coup, ça a permis de faire un peu d'économie sur ce plan-là. Et moi, le boulot, ça me permettait de financer un peu les déplacements à droite à gauche. Du coup, ce boulot-là, je l'ai gardé en fait 1 an et 3 mois quasiment. Et quand j'ai arrêté avec ma première coéquipière, j'ai arrêté mon boulot aussi. Du coup, je me suis retrouvée sans projet sportif et sans boulot à ce moment-là, mais j'étais en transition parce qu'en fait, le coach du coup national croyait un peu en mes capacités. Et du coup, il avait essayé de trouver un arrangement pour avoir une CIP auprès d'une clinique de rééducation à Marseille, pas très loin du pôle, Donc où il CIP, y c'est avait Convention d'insertion l'ancien. professionnelle, c'est ce fameux contrat C'est qui ça. permet aux sportifs d'avoir ce double projet professionnel et sportif et qui permet aussi d'avoir des aménagements en termes de temps de travail. Ouais, en fait, une CIP, c'est un contrat tripartite. Du coup, il y a la Fédération française de voile, il y a l'employeur et la direction régionale jeunesse et sport qui interviennent. En gros, on a un contrat temps plein, mais moi, par exemple, j'avais une CIP à 50%, donc je travaillais 50% du temps. Donc, tu es payé temps plein,
mais tu travailles 50% du temps et l'autre 50% du temps, ben, c'est consacré à tes entraînements. Donc, tu es un peu rémunéré, on va dire, pour naviguer. Et après, ben, en fait, dès que tu montes en niveau, donc là, pour cette PO, donc pour cette préparation olympique pour 2024, c'est un peu différent. Mais nous, c'était, tu montes en niveau, tu fais des perfs. Du coup, plus tu montes en niveau, plus tu fais des perfs, plus tu as de l'aide. Et en fait, quand tu arrives en équipe de France, ben, tu as quasiment tout, enfin je vais pas dire tout, mais tu as une énorme partie qui est financée quand même par la Fédé. Et à côté, du coup, avec Lily, on avait quand même trouvé pas mal de partenaires et donc on est arrivé à s'autofinancer le projet comme ça, quoi. Et on était assez débrouillards et à essayer de trouver des. Enfin, moi, j'avais même des fois créé des bracelets avec des épissures ou fait des paniers garnis, etc., histoire de vendre et avoir un peu d'argent pour financer des parties de projets, etc. J'avais même mes collègues de boulot qui me filaient un coup de main et tout ça, quoi. Donc ça, c'était cool. Les patients, j'avais fait des t-shirts du team, ils ont acheté des t-shirts. Du coup, on avait vraiment beaucoup de monde qui nous soutenait derrière, donc ça, c'était important, quoi, de se sentir soutenir, de dire, bah, on n'est pas tout seul et il y a tout le monde qui croit en nous. Donc ça, c'était cool. Et donc, ouais, on a trouvé des partenaires qui ont permis en plus de ce que la Fédé nous mettait à disposition et nous allouait comme des bourses, de pouvoir faire notre saison. Et puis, en tant que licencié, on a quand même, moi, je suis licenciée dans le Nord, à Gravelines. Et du coup, j'ai des aides quand même de la région, de la ville, du club. Et en fait, bah, on se dit, bon, c'est une petite aide de 500, de 1000 euros, de 2000. Et en fait, additionner, ça permet de lisser sur l'année, ça permet quand même de filer un gros coup de main, quoi. Ouais, finalement, ça te permet de filer un coup de main pour financer ta saison. Mais alors, et c'est une discussion que j'avais hier avec une personne qui est responsable d'un fonds de dotation pour aider les sportifs, justement. Ce qu'il faut voir, c'est la big picture, c'est le financement au sens large, parce que tu peux effectivement te contenter, entre guillemets, de financer ta saison, donc de payer des frais relatifs à tes déplacements, à tes entraînements, à ton matériel. Mais pour moi, financer une saison, c'est aussi payer ton loyer, c'est aussi payer ta nourriture, et c'est aussi épargner, parce que bah, si tu gagnes pas, si t'as pas de salaire, ne serait-ce que sur le côté retraite, tu perds des points, tu perds de la cotisation. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui rentrent en jeu quand on est sportif de haut niveau. Alors, du coup, nous, on avait des sponsors en commun avec ma coéquipière. Donc ça permettait de financer le projet, sachant qu'on avait quand même la Fédé qui aidait énormément et les sponsors en plus. Donc ça veut dire que tout ce qui était le matériel de sport ou autre, on pouvait quand même étendre un peu, on va dire. Voilà. Sinon, tout ce qui était aide région, etc., ben, en fait, du coup, ça, on le mettait pas en commun. Et donc, ça me servait un peu à la vie quotidienne, on va dire. Mais au final, ça m'a servi indirectement pour le projet. Et moi, j'ai travaillé jusqu'en 2018. Après, en 2018, en août 2018, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de kiné pour pouvoir me consacrer à 100% à mon sport et tout donner en fait et rien regretter pour les sélections. Donc en fait, j'ai arrêté un peu plus d'un an de travailler et d'ailleurs, je n'ai toujours pas repris. Mais oui, c'est sûr que après pour la vie à côté, ouais, bah en fait, j'avais un peu d'aide comme ça et puis j'ai la chance aussi d'avoir mon mari François, d'ailleurs qui écoutera sûrement le podcast, qui m'aide énormément au quotidien et qui lui travaille. Donc je peux m'appuyer un peu sur lui, même beaucoup. Et voilà. Et lui aussi s'est investi énormément dans le projet d'ailleurs parce qu'il nous a accompagnés sur tous nos déplacements pendant 1 an et demi pour gérer la logistique et la cuisine. Du coup, on avait un cuistot avec nous. Du coup, voilà. Mais non, j'ai réussi en fait avec les sponsors, un peu les aides à droite à gauche, mon ancien boulot que j'ai gardé. Du coup, j'ai réussi à me débrouiller. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Est-ce que nous, on avait la chance, c'était d'être aussi en équipe de France, donc ça complétait plutôt bien le budget. Et le budget global prévisionnel, il était
il était financé, quoi. Enfin, on avait réussi à lever assez de fonds pour financer tout ça. Alors j'ai deux questions. Déjà sur cette époque-là, comment est-ce que tu lèves des fonds? Donc tu disais, tu faisais aussi des petits à côté, tu faisais des bracelets, tu tricotais, enfin un peu comme on fait à la kermesse pour les enfants, mais sinon les grosses sommes, les gros montants, les gros sponsors, comment est-ce qu'on les approche? Qu'est-ce qu'on leur propose en échange? Et ça rejoint une discussion qu'on avait en off quand on préparait cet épisode. Et puis comment on continue aussi à les entre guillemets tenir en haleine, parce que préparer une saison pour les Jeux Olympiques, qui en plus est décalée d'un an parce que les JO Covid, etc. Et puis le post-JO, comment est-ce qu'on continue à préparer tout ça? Pour trouver les sponsors, c'est un peu, comment dire, les opportunités qu'on rencontre et le réseau, en fait. C'est surtout ça qui fonctionne bien. C'est soit on a la personne dans notre réseau et du coup, on arrive à vraiment lui vendre correctement le projet et le sponsor, le futur sponsor en face de nous, il a une sensibilité au projet où il nous connaît, donc du coup, il veut nous aider. Ou soit on arrive à se faire recommander. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver dans une entreprise où on connaît personne, où on est en bas de l'échelle, où le dossier, on ne sait pas trop à qui l'adresser. Voilà. Après, moi, pendant ma carrière olympique, j'ai plutôt eu de la chance. Là, actuellement, pour mon projet sportif actuel, bah, c'est un peu différent, mais je recherche aussi des sponsors. Mais en olympisme, on a eu la chance d'avoir du coup un gros partenaire qui, lui, était le patron de Lily, qui a en plus de l'avoir employé, nous avait donné un gros budget pour la saison. Donc ça, c'était bien sympa de sa part. Ça nous a vraiment bien aidé. Et après, moi, j'ai ramené un autre gros partenaire qui, lui, en fait, je l'ai rencontré via mon travail. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est plutôt, ouverte, qui aime bien discuter et puis les collègues, ils étaient tellement contents d'avoir, une athlète, au boulot que voilà, tous les patients étaient au courant que je faisais la voile, que j'allais faire les jeux et cetera et du coup, en fait, c'est un peu, on va dire au hasard, mais une patiente qui a son mari, Jean-Christophe, qui montait c'est une boîte, d'accastillage qu'il vendait par internet et cetera et en gros, il avait plusieurs business et il a décidé de nous aider ça sur 3 ans, du coup. Donc voilà, ça c'est les gros sponsors et après, Lily, elle avait aussi un autre sponsor qu'elle avait rencontré, un peu, parce qu'elle avait été présentée par quelqu'un de l'école. Enfin, je sais pas trop comment ça s'était fait parce que c'était avant qu'on s'associe et du coup, on avait 3 gros partenaires plus la Fédération française de voile et on avait aussi encore un autre partenaire qui nous aidait. On faisait partie d'un team et du coup, ça c'était, via aussi un peu la fédé qu'on avait eu ça, donc voilà et après c'est des petits partenaires où, en fait, c'est un peu, en discutant avec les gens où on arrive, bah, un peu à cerner déjà si c'est une grosse entreprise ou pas et qu'est-ce qu'on peut leur vendre. Nous, ce qu'on pouvait leur vendre, c'était en tout cas la préparation, c'était, d'avoir, leur logo floqué, dans nos voiles. Donc ça veut dire qu'on a quand même 3 mois on avait 3 voiles plus le bateau. Donc ça permettait d'afficher quand même pas mal de partenaires et comme on voyageait un peu à droite à gauche, surtout si c'est des entreprises PME et cetera qui sont un peu à l'international, ça c'est cool. Après c'est du bouche à oreille aussi où nous on va recommander l'entreprise, auprès d'autres athlètes et cetera, où on va essayer d'organiser par exemple le site d'accastillage où on essaie d'avoir des réductions si tu viens de ma part, et cetera. Donc c'était un peu quand même de l'entraide entre athlètes. Et nous, ce qu'on organisait chaque année, c'était aussi une soirée partenaire où on avait à cœur de rassembler tous nos partenaires et on faisait le bilan de la saison et le programme de la saison future pour savoir ce qui allait les attendre. Et on les tenait régulièrement au courant par des newsletters et on faisait un peu de publicité pour eux aussi sur les réseaux en les taguant sur chaque post, etc. Quoi. Voilà. Après, on n'a pas eu des partenaires qui étaient ultra demandeurs parce qu'en fait, en fonction des entreprises et de ce qu'ils mettent en place, bah, il y a des entreprises qui sont plus ou moins demandeurs. Par exemple, on avait un partenaire où on avait des photoshootings, ils venaient nous faire des images, il y avait des soirées d'organiser. Donc, en fait, ça dépend un peu de l'attente du partenaire, quoi. L'idée, c'est de trouver un terrain d'entente
que lui soit content, mais aussi que nous, ça nous prenne pas trop de temps parce qu'on a quand même toute la préparation à gérer. Et donc, le planning, il est tout le temps ultra serré. Mais voilà, c'est d'être force d'idée et de trouver des choses à leur proposer. Sinon, on a déjà fait par exemple une journée où on faisait découvrir le bateau et on s'était organisé pour avoir un zodiaque et on faisait tourner les gens à bord du bateau histoire de découvrir. Voilà, il y a plein de possibilités en fait. Ça donne des idées. On est plus sur une masterclass qu'un podcast là, mais en tout cas c'est génial. Au passage, j'avais oublié de le dire tout à l'heure avant de te poser la question, mais on embrasse François, hein, ton mari, et effectivement, j'espère bien qu'il va écouter, et qu'il va faire écouter à tous ses amis et puis à vos partenaires aussi, en tant qu'affaire. Il faut essayer de développer les auditeurs du podcast, puisqu'on ne reçoit pas que des sportifs qui sont des skippers ou des skippeuses. On reçoit des sportifs de tous les sports et pas que des sportifs d'ailleurs, aussi celles et ceux qui font le sport, pour savoir un petit peu comment on vit de et par sa passion. Tu disais tout à l'heure que là maintenant dans ton nouveau projet sportif professionnel, c'est plus compliqué, donc tu n'es plus dans la course à l'olympisme. Paris 2024, tu ne seras pas dans les partantes. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu es toujours sur le même type de bateau, tu es toujours en équipage, et tu cours, ou plutôt tu skippes après quoi? Alors là, le gros projet pour lequel je navigue plutôt en tant que sportive et non pas en tant que professionnelle. Donc en fait, j'ai monté un collectif donc l'année dernière de femmes qui viennent plutôt de la voile légère. Et l'idée, c'est de servir de l'épreuve du tour voile qui a été remis au goût du jour pour les initier à la course au large. Et donc, en fait, pour ce projet-là, j'organise des formations l'hiver, donc tout ce qui est météo, etc. Donc, je cherche les intervenants les plus qualifiés, en tout cas qui correspondent à nos demandes pour pouvoir nous former. Et après, il y a des régates qui sont planifiées. Et j'essaye d'organiser aussi des entraînements à Marseille pour s'entraîner un peu à la course au large ou les grands parcours côtiers. Donc là, je recherche aussi des partenaires pour ce projet-là. Mais comme on est en 2024, qu'il y a les Jeux Olympiques en France et surtout la voile à Marseille, c'est un peu compliqué parce que toutes les entreprises veulent plutôt sponsoriser un équipage qui va aller aux Jeux qu'un équipage qui fait le Tour de France à la voile. Sachant que ce qu'on avait dit, c'est que pendant les Jeux, en fait, c'est un peu compliqué d'afficher les partenaires. Parce qu'en fait, nos partenaires, on les affiche vraiment en amont pendant toute la saison, etc. Mais pendant la période des Jeux, il y a une réglementation qui est assez stricte où on n'a pas le droit d'afficher les partenaires. Donc, en fait, les chefs d'entreprise qui veulent sponsoriser, ils ne savent pas ça au début. Ils pensent être affichés pendant la période des Jeux. Mais en fait, il y a pas cette affiche-là, quoi. Parce qu'en fait, on a une règle, la règle 50, qui est de la charte olympique, en fait, qui va définir un peu tout ce qui est la publicité au niveau des articles de sport pendant la période des Jeux. Et donc ça, en gros, c'est environ 10 jours avant l'ouverture des Jeux et 10 jours après la clôture des Jeux. En fait, la communication sur les réseaux, elle est assez stricte. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Les grosses marques, donc écrit en gros sur les vêtements, il faut que ça soit floqué. Donc, il ne faut pas qu'on les voit. Sur le bateau, on a le droit de rien avoir. Donc, voilà. Moi, je propose un projet sportif où on a le droit d'afficher autant de fois qu'on veut et pour toutes les régates des partenaires. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est quand tu es dans l'olympisme, quand tu es olympienne ou olympien, tu dois te soumettre à ces règles-là quand tu es dans la course, hein, pas quand tu es un ancien olympien ou une ancienne olympienne. Mais par contre, quand tu fais des projets sportifs autres que tournés vers l'olympisme, et notamment, si on parle de voile et si on parle du littoral, pendant les JO, on ne pourra pas empêcher aux gens d'aller se balader sur la plage, d'avoir des gargotes et autres. Là, il sera possible d'afficher quand même ses partenaires si on n'est pas sur une compétition des Jeux Olympiques. En fait, si on est sur le site olympique, déjà l'accès il est réglementé, il est sécurisé, que ça soit pour les athlètes ou même pour les spectateurs. Et pareil, tu n'as pas le droit de te balader avec une banderole avec tes partenaires ou autre, quoi. Ça, c'est sûr, tu n'as pas le droit. Après, c'est la réglementation pour les athlètes, elle est quand même beaucoup plus stricte parce qu'ils passent à la télé. Donc ça, c'est sûr, ils veulent pas. Et en fait, les jeux, c'est pas censé être des professionnels qui vont, et on n'est pas censé faire de la publicité. Donc voilà, il y a que les partenaires clés
les gros partenaires des Jeux qui seront affichés. Mais sinon, tes petits partenaires, ils ne le sont pas. Mais ça, c'est vraiment la règle spécifique pour les Jeux Olympiques. Après, pour le reste des courses en voile, que sur tous les autres circuits, il n'y a pas cette règle-là. Et justement, quand on est sur un projet olympique, comment ça se passe pour rétribuer, entre parenthèses, ces partenaires? Tu l'as dit, il y a plein de possibilité de rendre un peu ce que les partenaires font pour vous. Malgré tout, comme tu dis, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont avoir leur logo affiché partout au niveau des Jeux Olympiques. Donc j'imagine que vous les prévenez quand même en amont avant de signer le contrat, mais ça peut être un problème aussi de vouloir soutenir des sportifs qui ne savent pas forcément la règle ou qui oublient de prévenir leurs partenaires et de se retrouver au moment des JO où tu vois un sportif habillé tout en blanc ou tout en noir, enfin dans le survêt de la nation, mais avec aucun des logos du partenaire. Oui, bah de toute façon, en fait, quand tu vas au jeu, tu as une dotation de vêtements et ça, c'est sûr que tu n'as pas le droit de floquer. Donc, c'est la dotation officielle. Et bah, le sponsor, de toute façon, il va être forcément au courant parce que même lui, il n'a pas le droit de... Il a une réglementation. Donc, nous, on avait reçu un document explicatif des choses qu'on avait le droit ou pas le droit de faire et on l'avait envoyé à tous les partenaires. Donc, ils peuvent pas... je sais plus exactement ce qu'il disait, ce doc, mais je pense que c'est aussi par rapport aux photos. Ils peuvent pas utiliser les photos comme ils veulent. Ils peuvent pas utiliser le dessin des anneaux olympiques. Je crois que c'est interdit. Enfin, il y a plein de règles et c'est compliqué. Donc, en fait, en général, les sponsors, des fois, ils se prennent pas la tête et ils affichent rien pendant la période des Jeux. Et après, ils mettent quelque chose en mode fier d'avoir soutenu les athlètes pour les Jeux ou des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, il faut vraiment faire attention parce qu'en fait, nous, en tant qu'athlète, on peut être puni pour ça, en fait. On peut avoir des sanctions. Et c'est pas l'objectif non plus quand tu vas au JO de te taper des sanctions parce que soit t'as communiqué alors que t'aurais pas dû, soit ton partenaire l'a fait parce que t'as oublié de le prévenir ou parce qu'il en avait que faire et qu'après ça te retombe dessus. Encore un point noir dans la préparation des sportives et des sportifs de haut niveau. Mais c'est super que tu en parles, tu vois, parce que jusqu'à présent, personne n'en avait parlé. Et donc, c'est assez intéressant de rajouter ce point-là dans la masterclass d'aujourd'hui. Alban, on arrive sur la fin de cet épisode. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Si tu pouvais te projeter, alors on est un peu dans la science-fiction, hein, mais si tu pouvais te projeter en 2014 à côté de la petite Alban là, de 20 ans qui va découvrir, qui va monter sur le bateau pour la première fois avant d'être repéré par le kiné, qu'est-ce que tu penses que la Alban de 2014 te dirait en te voyant et en sachant que ça va être elle 10 ans après et tout le parcours que tu vas avoir? C'est une bonne question. Alors, je pense que la Alban de 2014 qui voit la Alban de 2023 dirait, «Je suis fière de ce que tu as accompli». Parce qu'au final, le chemin, il n'était pas facile et j'ai réussi à aller jusqu'au bout et voilà, à me tenir à mes objectifs et la Alban de 2023, si elle était à côté de la Alban 2014, je lui dirais, «Fonce, franchement, tu rien à perdre». Voilà. Fonce, mais fais gaffe à ton genou en 2020. Fais gaffe à ton genou, ouais. C'est le début de la vieillesse, en fait, en 2020. Oh, oui, bien sûr. On va revenir sur les sujets de l'âge. Merci beaucoup, Alban, pour tout ça, pour toutes ces infos. C'était vraiment une vraie masterclass aujourd'hui. Si on veut te suivre, te soutenir, abonder à ton projet, à ton collectif, comment ça se passe? Où est-ce qu'on te contacte? Sur Facebook ou LinkedIn, c'est Alban Dubois Oli, donc O-L-Y, ça veut dire olympienne. Ou sur Insta, si vous voulez suivre les projets 100% voile, c'est Marcel Sailing Team. Donc Marcel, c'est Mars comme Marseille, apostrophe E2LES, plus loin, Sailing Team. Et donc là, il y aura toute l'actualité du projet, de l'équipe ou même de mes projets pro en voile. Il y a tout là. Si vous voulez me suivre plutôt en perso, c'est Alban Dubois sur Insta. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne continuation, plein de courage. Et petite chose avant, c'est que si vous voulez suivre la newsletter qui est envoyée chaque mois,
pouvez toujours envoyer votre adresse mail et pour que je puisse vous inscrire et vous la recevrez tous les mois dans votre boîte mail. Okay. Et où est-ce qu'on s'inscrit à la newsletter justement ? Tu m'envoies ton adresse mail soit par... le mieux c'est Insta parce que c'est là où je suis le plus réactive. Tu m'envoies sur le compte Marcel Sailing Team ton adresse mail en mode je veux m'inscrire à la newsletter et je te rajoute et tu la recevras. Ok, super. Eh ben écoute, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci encore pour cette belle journée, ce bon moment passé avec toi. Je te laisse aller écrire tes courriers parce que tu me disais juste avant de nous lancer que tu cherchais l'inspiration. J'espère que d'avoir repassé toutes ces années en revue, ça va t'aider justement. Et puis, on reste en contact et je passerai peut-être faire un petit coucou du côté de Marseille. Eh ben, écoute, tu me préviens et je te ferai visiter la future marina olympique. Waouh, quel honneur, super. Merci beaucoup, Alban. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Chaque athlète, même ceux qui ne sont plus au plus haut niveau, qui sont entre guillemets retraités, ont une histoire unique et j'espère que vous avez apprécié celle de Alban Dubois que vous venez d'entendre. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Alban Dubois et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!